Le grand dialogue. Sigika Foba. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les sujets d'actualité que nous avons essentiellement retenus pour le forum de la presse 2 sont au nombre de 3. Le premier, c'est une fois de plus la problématique de l'insécurité au Mali et particulièrement dans sa partie septentrionale et au centre. Le second, c'est la rentrée scolaire, une rentrée scolaire non encore effective dans certaines localités du pays et pour les raisons que l'on sait. Le troisième volet de cette émission sera consacré à un événement dont on n'a pas l'habitude de connaître ici à Bamako. Il s'agit de l'enlèvement de 2 enfants d'un responsable d'un groupe armé. C'est avec 3 journalistes que nous allons parler de tout cela. Le premier s'appelle donc Ami BCC, il est de la radio FM, c'est bien cela. Le second s'appelle Paul Ben qui est journaliste indépendant. Et le troisième, c'est Lanfia Sinaba qui est donc journaliste écrivain. À la présentation, c'est Seydou Fama. Le grand dialogue. Bienvenue à toutes et à tous. La situation sécuritaire ne cesse de se détériorer au nord du Mali et même au centre du pays avec les multiples attaques auxquelles on a assisté ces semaines, dont la dernière en date est celle de ce mercredi quand un convoi militaire a sauté sur une mine, c'était entre Douanzan et Bambara Maoudé, faisant 3 morts plutôt et 5 blessés parmi les soldats maliens. Pour cette seule semaine, on a arrêté 8 morts et plusieurs blessés. Alors peut-être de 2 choses l'une, on n'est pas en mesure de stopper la spirale de la violence ou alors on préfère quelque part laisser la situation telle qu'elle. Alors est-ce qu'ils ont tort ceux qui essaient de voir l'évolution de la situation de cette manière à MIBC? Merci beaucoup, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent et à tous ceux qui nous regardent parce que apparemment l'émission est diffusée. Moi je pense que la question c'est les deux. D'abord je pense que les autorités et les partenaires sont en train de laisser les choses évoluer dans ce mauvais sens. Et la seconde chose, c'est l'autre hypothèse que vous avez envisagée. On ne fait rien pour que les choses changent tel que ça doit être. Parce que lorsqu'on voit aujourd'hui Tombouctou, Douanza, tout le monde sait déjà, la route elle est impraticable. Si aujourd'hui il y a des mines qu'on pose entre Tombouctou et Douanza, on se demande de quel côté viennent les assaillants, de quel côté viennent les djihadistes ou bien ces terroristes. Donc il y a une certaine lâcheté qu'on n'arrive jusqu'à présent pas à circonscrire. Au moins dans cette partie du territoire, c'est vrai, l'amunissement le fait généralement par vol, pas en voiture, mais les autorités, principalement l'armée qui est là aujourd'hui, doit avoir des moyens conséquents pour pouvoir échapper à de telles attaques, à de telles explosions, mais malheureusement, tel n'est pas le cas. Moi, je pense que c'est les 2 hypothèses qu'il faut envisager. Alors, Paul Ben, lorsqu'on nourrit quand même un certain sentiment d'impuissance par rapport à la détérioration de la situation au nord du pays, est-ce que c'est un sentiment légitime? Merci M. Fomba. Je crois que c'est très difficile, hein. La situation est plutôt compliquée. Quand on fréquente le terrain à chaque fois, et quand on voit l'état des axes routiers, Douanza, Tombouctou, Sévaré, Gao, il est très difficile de sécuriser ces axes. Le pays est vaste, tout d'abord. Très difficile, mais pas impossible pour le Ben. Très difficile, pas impossible, mais nous, le Mali n'a pas les moyens. Même les Européens avec qui j'ai échangé, nous avons ici actuellement la force Barkhane, avant il y avait Serval, il y a la MINUSMA. Les Européens eux-mêmes, qui sont des superpuissances, qui ont des moyens, ils reconnaissent que il est très difficile de sécuriser le territoire malien. Il est très vaste. Ça, c'est un. Deuxièmement, la guerre que nous menons, les gens contre qui on lutte actuellement, c'est des gens qui mènent des guerres asymétriques. Chaque jour, il y a des noyaux de terroristes, de bandits qui naissent sur tous les axes. Le dernier groupe qui est né dit qu'il a 700 combattants, il est peu et que son ennemi principal, c'est l'armée malienne. Cette zone que vous évoquez tout de suite, là, c'est ce groupe-là qui sévit dans cette zone. On le sait. Mais comment les contrecarrer? Il faut des moyens. Le Mali n'a pas les moyens. Même les Européens qui sont là, ou bien je vais dire les forces internationales qui sont là, ne peuvent pas le faire.
on va le faire, on va essayer de le faire, mais ce sera très difficile de contrecarrer ce phénomène. Ça, je le reconnais. Alors, la FIAC là-bas, on sait que c'est une situation qui n'est pas du tout simple, elle est fort compliquée. Il faut quand même une solution aussi, malgré tout. Alors, comment trouver cette solution difficile? Une situation difficile, solution difficile, comment la trouver cette solution? La solution, à mon avis, elle réside dans la complémentarité. C'est-à-dire continuer à collaborer, que les populations aussi collaborent, mais au-delà de cette collaboration des populations, également la mutualisation des moyens. Pour là, tantôt parler des puissances étrangères qui ont des difficultés elles-mêmes, mais moi je pense qu'à notre niveau, à nous-mêmes, le peu qu'on a, on peut aussi valoriser cela. On va me dire, mais comment on va faire des solutions miracles avec le peu qu'on a? C'est vrai, mais il ne faudrait pas qu'on reste aussi dans cette posture de toujours attendre de l'extérieur. Avec le peu qu'on a, qu'on soit imaginatif. Mais est-ce que cela n'est pas à présent compris au niveau des autorités qu'il ne faut pas attendre tout de l'extérieur? À mon avis, cela est bien compris et je ne pense pas que les autorités soient forcément dans cette posture d'attente. Dans la mesure où il y a des efforts, je vais peut-être un peu frustrer ABC, mais quand il dit que rien ne fait, je pense que quelque part, il y a aussi des efforts. Ce n'est pas pour faire l'avocat du gouvernement, mais nos hommes sur le terrain, il faut reconnaître qu'ils se battent, comme on le dit, se démêlent comme des beaux diables. Mais malheureusement, les réalités du terrain font qu'aujourd'hui, on est face à des situations là où il faut encore une fois de plus pousser les réflexions, mutualiser, comme je l'ai dit tantôt, parce que le problème, pour parler d'un autre aspect, on est habitué à cette guerre qu'on peut appeler frontale aujourd'hui, c'est conventionnel, aujourd'hui c'est asymétrique. L'ennemi vient de toutes parts, on ne sait d'où, parce qu'on se pose la question, d'où est-ce qu'ils viennent? De qui est l'ennemi? Ça aussi, c'est une question qu'on se pose. Qu'on se pose aussi. Maintenant, il y a un autre aspect, là ce n'est pas directement lié, mais il ne faudrait pas qu'on se focalise seulement sur l'accord pour ne pas rester dans l'autosatisfaction en disant oui, il n'y a pas d'affrontement entre les Maliens. C'est vrai, cela est une réalité, mais cela ne doit pas nous faire perdre aussi cette autre réalité qui est là, qui malheureusement qui est en train de... Paul Ben qui demande à réagir. Oui, je voulais ajouter quelque chose, abonner dans le même sens que l'Anfia en ajoutant que le problème d'insécurité qu'on constate, vous avez tantôt évoqué l'explosion d'une mine au passage d'un convoi. Le convoi n'était pas sur place, n'était pas encaserné, il bougeait. Chaque fois qu'il y a des morts ou quand il y a des pertes en vies humaines parmi les militaires, c'est quand les militaires essayent de bouger. Soit ils sont en ravitaillement, soit ils sont en patrouille, ou ils vont d'un point A à un point B. Mais il ne peut pas rester sur place, Paul Ben, il faut qu'il bouge. Oui, justement non. Parce que quand on dit qu'il y a un aveu d'impuissance, je crois qu'on essaye de faire, le gouvernement essaye de faire quelque chose. Moi aussi, je ne veux pas être l'avocat du gouvernement, mais sur le terrain, je constate qu'il y a des choses. Par exemple, actuellement, il y a un petit MOC qui a été mis en place par les autorités régionales de Ménaka, qui va de Ménaka en Songo pour sécuriser l'axe et essayer d'inciter un peu le grand MOC à se mettre en place. Tout ça, c'est des actions qui sont prises, mais c'est très difficile. Le territoire est vaste, je le répète. Alors, je n'ai jamais dit que le gouvernement... en fait, ce n'est pas aujourd'hui une question de volonté. Ce que le gouvernement veut, ce n'est pas ce qui est en train de se faire. Ça, qu'on soit sûr et certain à ce niveau. Mais on a parlé tout de suite de cette zone. Paul faisait référence à ces groupes qui sont en train d'être créés à gauche et à droite. Et on a même vu plus au nord des groupes qui ont voulu vraiment prendre le destin à main et faire des efforts, bien que moi je ne sois pas de ceux qui pensent que le Gacha doit vraiment prendre des armes et puis libérer les non. Mais quand même, on a vu à un moment donné les autorités dire non, on n'est pas d'accord avec ce que le Gacha fait, bien qu'il soit dans l'ombre en train de les soutenir. Donc, si on essaie vraiment de prendre les choses telles qu'elles sont aujourd'hui, le gouvernement veut que les choses changent. Mais l'Amphi a parlé de ça, l'accord. On veut encore tenir à cet accord parce qu'il suffit de rien aujourd'hui pour que les basculent dans tout. Pourtant, ces nouveaux groupes armés qui sont créés ne sont pas concernés par l'accord parce que l'accord ne les a jamais comment on appelle, considérés, ils n'étaient même pas là. Il est quand même important que l'accord demeure la référence.
L'accord demeure la référence à quel niveau? Tout le monde savait que l'accord c'est un problème avant même sa signature, même au niveau de la société malienne, à plus forte raison entre les groupes armés. Si c'était l'accord qui était appliqué, moi je pense que le gouvernement a respecté sa part dans l'accord. Ce sont les groupes armés qui ne sont pas en train de le faire et c'est là que le problème est. La communauté internationale qui est là doit savoir sanctionner parce que l'accord a prévu ça. Mais il n'en est rien. Mais on a vu récemment qu'on a mis la pression sur les autorités, il faut couper tout lien avec tel. Donc moi je pense que le problème c'est plus une question de pouvoir qu'une question de volonté. La volonté est là peut-être au niveau gouvernemental, mais la réalité c'est autre chose. Vous comme moi, vous savez que ce n'est pas ce que le gouvernement veut, ce n'est pas ce qui est en train de se faire. Une citation à présent, nous avons renforcé notre équipement anti-mine, nous avons renforcé toutes les formations que nous donnons au personnel militaire et autres en termes de prévention. Alors, voilà ce que disait quand même Radia Achouri, la porte-parole de l'aménagement. Cela annonce-t-il un changement quelconque des jours à venir par rapport au développement de la situation sur le terrain, au développement de ces dossiers, Paul Ben? Vous savez, on m'a toujours dit que je suis très critique envers l'aménagement. Moi, je ne suis pas critique envers l'aménagement, je constate ce qui s'est fait sur le terrain. Aujourd'hui, l'aménagement est plus que cantonné, hein, surtout au nord. Au sud, je ne m'intéresse pas à l'aménagement parce qu'elle n'a pas sa raison d'être. Au nord, l'aménagement, elle est toujours cantonnée. Ça, c'est un. Deuxièmement, elle ne va pas au bout de ses efforts. Alors, avec les moyens. L'aménagement cantonné au nord, l'aménagement se plaît dans ces cantonnements, Paul Ben? Elle se plaît. Moi, je vais vous dire qu'elle se plaît. Parce que moi, je constate avec tous les moyens, avec tous les moyens que l'aménagement a. Moi, je l'ai dit, une fois, vous m'avez interviewé par téléphone, j'ai dit, je connais les moyens de l'aménagement. Au sein de l'aménagement, vous avez des contingents comme le contingent allemand, le contingent hollandais, vous avez des Lettoniens, c'est des forces spéciales. Aujourd'hui, l'aménagement ne peut pas me dire qu'ils n'ont pas les moyens de lutter contre le terrorisme, d'essayer de lutter contre. Ils n'essayent pas. On ne dit pas, ils n'essayent même pas. C'est ça le problème. Il faut qu'ils essayent. Qu'on voit que, vraiment, il y a un problème. Là, on peut dire, mais ils n'essayent pas. Je parle en connaissance de cause. Je suis sur le terrain, dans les 3 régions, les 5 régions du Nord, et je vous dis que l'aménagement ne fait pas assez. Si vous voyez, par rapport aux moyens qu'ils ont, ils ne font pas assez. Ça, je vous le dis. Et carrément, moi, je dis que c'est du business qui se fait sur la tête des Maliens. Ça, je suis radical sur ce point. Et ça, c'est mon point de vue. Ça, je peux le dire comme ça. Alors, l'aménagement qui, selon Paul Ben, ne fait pas assez, est-ce parce que par manque de volonté ou par manque de moyens? Bon, moi, je ne dirais pas de la même manière que Paul, dans la mesure où les informations que nous avons à notre disposition, si nous nous fions à ces informations, les différentes patrouilles que l'aménagement mène. Mais je me rappelle au cours d'une interview avec Aradia, elle l'a dit, l'aménagement fait des efforts, elle veut encore faire, mais il y a aussi les contraintes liées à la superficie, le fait qu'on a un territoire vaste et aussi les contraintes sur le terrain. Il y a toutes ces difficultés qui sont là. L'aménagement est partout là. Elle est partout. Oui. Mais n'oubliez pas qu'on a elle est au nord, elle est au sud. Non, mais elle est au sud, elle est au nord. Elle a combien de. L'aménagement est plus nombreuse que l'armée malienne. Et Barkhane est réunie. L'aménagement est plus nombreuse que ça. Elle a plus de moyens que Barkhane et l'armée malienne réunie. Elle est partout sur le territoire malien. Mais qu'elle quitte le sud et qu'elle se concentre au nord, là il y aura plus de personnes au nord pour lutter contre le terrorisme. Moi, je pense que l'aménagement, c'était bien qu'elle soit là pour qu'elle se défende par rapport à ça. Moi, je parle en fonction des éléments que j'ai à ma disposition. Elle fait quelque chose, mais elle-même reconnaît qu'elle aurait pu faire mieux. L'ancien élément que Radia Achouri, la porte-parole de l'aménagement, vous a donné. Ça, il faut être précis sur ça. Ah non, mais ce n'est pas à moi seul, c'est des informations qui sont diffusées. Par la porte-parole de l'aménagement. Oui. Voilà, ok, on est d'accord. Alors, dites-nous maintenant, Amibé Cissé, l'aménagement qui a la volonté, mais qui ne fait pas assez. Alors, qu'est-ce qui fait qu'elle ne parvienne pas quand même à faire ce qu'elle devrait faire, ce qu'elle voudrait faire, puisqu'on dit qu'elle a la volonté? D'abord, moi, je vais réconcilier mes 2 confrères. Moi, je pense que l'aménagement a fait quelque chose parce qu'aujourd'hui, elle évolue beaucoup plus dans le social, nous le savons. On a vu l'aménagement se faire attaquer tout de suite, on parlait de l'armée malienne qui saute sur des mines. Donc ça aussi, c'est essayer de faire quelque chose. Mais le jour où on a modifié le mandat de l'aménagement, où on parlait de mandat robuste, moi, j'étais l'un de ceux
qui avait dit que non, ça ne changera pas absolument quelque chose dans ce qui allait se passer. Et on voit encore que les violences n'ont pas cessé. La ministre même récemment a été attaquée sur ses propres installations. Donc, à Aguelhok. Donc moi je pense que ce qui est dit, ce n'est pas ce qui est fait. Et on le dit, la ministre ne fera jamais la guerre aux terroristes. Parce qu'ils nous ont dit, c'est clair dans leur mandat. Barkhane qui doit faire ça, Barkhane aussi, malgré ce partenariat entre le Mali, peut-être qu'on en parle, entre le Mali et la France, ça ne donne pas ce qu'il faut. Mais moi je pense qu'on ne devait pas assister à ce qu'on... Radia Achouri, elle fait de la communication. Il faut bien qu'elle dise que les choses marchent, mais dans la réalité, comme Paul l'a dit, dans le constat, tout n'est pas aussi que ça. Ce n'est pas ce que les Maliens espèrent vraiment. Et l'amunissement, à mon avis, sur le monde entier, quelques groupes armés ne peuvent pas résister autant de jours et autant d'années à des nations aussi puissantes que celles de l'amunissement. Studio Tamani, on se retrouve dans un instant. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. La situation sécuritaire au Mali, plus particulièrement, précisément disons, dans le septentrion et quelque part au sens de cela que nous parlons comme premier volet donc, de ce forum de la presse. Alors, le 29 septembre dernier, on se rappelle que le secrétaire général sortant de l'ONU, Ban Ki-moon, faisait remarquer qu'en 3 mois, il y a eu 39 attaques contre les forces de défense et de sécurité maliennes et contre l'aménagement. Alors, à New York, on signale toujours que l'aménagement a encore besoin d'un bataillon spécialisé en convoi de combat, d'une unité d'hélicoptères armés, etc. Alors, on semble quand même rester dans le même répertoire. Est-ce que l'arrivée du Portugais Antonio Guterres va-t-elle changer quelque chose en termes de perception de la situation au nord du Mali, à MIBC? Bon, écoutez, moi, je ne sais pas trop. Les hommes ont les mêmes valeurs, mais les Nations Unies, ce n'est pas le secrétaire général. Moi, je pense que c'est un conseil de sécurité qui est là avec les pays qu'on connaît qui ont leur puissance, les 5 pays qui ont leur droit de veto. On voit comment ça se passe dans le monde aujourd'hui. Donc on connaît la limite de la marge de manœuvre d'un secrétaire général. Hein? On connaît la musique. Oui, mais on sait comment ça se passe. Ce n'est pas un homme qui va changer quelque chose. C'est ce que j'ai dit. Tout ce qui est là aujourd'hui, c'est des textes. Lui, il doit seulement peut-être veiller à ce qui est dit, à ce qui est voté, à ce qui est recommandé. Ce n'est pas une question d'homme. Donc, ce ne sera que la suite de ce que Ban Ki-moon... Le leadership aussi, ça peut compter. Hein? Mais le Mali, c'est un pays qui n'a pas de leadership. On est en train de voir qu'aujourd'hui... certainement, il parle du leadership de celui qui vient d'arriver. Oui, mais c'est quand même... Paul l'a dit, c'est un business au Mali. C'est une question d'intérêt. Les pays qui ont leurs intérêts au Mali, ce sont ces pays qui feront tout pour que les choses aillent dans le sens où eux, ils le souhaiteront. Donc moi, je pense qu'au niveau international, le Mali même aujourd'hui est endossé et est transporté par la France, qu'on le veuille ou pas. Toutes les résolutions qui sont introduites là, c'est la France qui les pilote. Et imaginez la France faire les choses sans y gagner quelque chose. On ne saurait le dire. Moi, je pense que l'homme viendra peut-être que d'autres choses changent, mais radicalement ou bien de façon espérée comme les Maliens l'attendent, je ne crois pas ça. Alors, Paul Ben, le nouveau secrétaire général, peut venir avec de nouvelles propositions? Des nouvelles propositions qui vont dans le sens de la politique des Nations Unies. Je parle de la situation principalement celle du Mali. Hein. Moi, je crois que M. Guterres ne changera en rien dans ce que l'aménagement va se renforcer. Elle est là pour au moins, je l'ai dit il y a très longtemps, elle est là pour au moins 30 ans. Ils vont renforcer. Explique-nous ça. Ils vont renforcer leur. Même secret que toi. Explique-nous ça. Paul Ils vont Ben renforcer. semble quand même assez pessimiste. Je suis d'accord. Non, ce n'est pas c'est pas un problème de pessimisme, Monsieur Fomba. Vous savez, de Bamako, vous voyez peut-être peu de choses. Je vous dis, l'aménagement est fortement implanté dans les régions du nord du Mali. Et ce que je vois comme investissement, comme implantation, l'ouverture du bureau de Ménaka, c'est dans fin décembre, vers la fin décembre, le bureau de Ménaka sera installé. Et ce n'est pas des préfabriqués. Ils vont construire des maisons, des bureaux. Et vous pensez qu'avec tout ça, les gens sont prêts à partir? Disons, laissons tout ce chapitre d'implantation. Je veux quand même dire que M. Guterres ne changera en rien sur la politique que l'aménagement mène aujourd'hui au Mali. On ne verra pas demain un contingent, comme on dit, d'intervention rapide venir pour lutter contre traquer les djihadistes. Ça ne verra pas. Vous pensez la même chose? Pas totalement. Je pense que c'est possible
qu'il y ait des changements, ne serait-ce que pour la sécurité des casques bleus eux-mêmes. Le renforcement du mandat dans les jours à venir, peut-être l'an prochain, pourquoi pas. Comme je l'ai dit, ne serait-ce que pour la sécurité des casques bleus. Je pense que nous devons voir l'avenir de façon positive. Paul me semble trop pessimiste à mon avis. C'est vrai ce qu'il voit sur le terrain, mais au-delà... Oui, l'ANFIA, nous ne pratiquons pas les mêmes terrains. Oui. C'est pourquoi on ne peut pas voir les choses de la même façon. Sinon, si j'avais les moyens, je vous inviterais au nord pour un mois au moins, et vous verrez. Alors, Ami Bér, très rapidement. Non, mais moi, je partage le pessimisme, en tout cas sur le plan de la présence des Nations Unies. Le premier pays qui a connu les Nations Unies au monde, c'est le Timor oriental. Ils ont intervenu en 1947 et jusqu'à aujourd'hui, ils y sont. Malgré qu'on a organisé des élections, on a même oublié la guerre. Jusqu'à aujourd'hui, les Nations Unies sont encore là. Donc, on peut espérer, on peut croire que les Nations Unies, ce n'est pas pour tout de suite. Je l'ai dit tout de suite, ils sont en train d'investir dans d'autres secteurs de la vie quotidienne des Maliens. En réalité, ils font quelque chose. Mais moi, je pense que les Nations Unies sont venues sur demande du Mali. Si les Nations Unies doivent quitter, ça doit être aussi sur demande du Mali. Mais il y a la forme, il y a la manière, et il va falloir aussi que les choses changent. Mais qu'on soit très très sérieux et compréhensif. Le Mali ne peut pas aujourd'hui se sortir lui-même de la situation dans laquelle aujourd'hui nous sommes. Une dernière chose pour mon confrère Sinaba, c'est pour lui expliquer que les sept agences des Nations Unies, sont pilotées aussi à la MINUSMA. Les 7 agences des Nations Unies, c'est-à-dire l'UNICEF, le PNUD, etc., sont pilotées au niveau de la MINUSMA. Donc, c'est pas pour aujourd'hui que M. Anadif et ses collaborateurs vont quitter le Mali. Alors, on va dire un mot de ce qui vient d'arriver quand même au niveau d'un camp de réfugiés, des réfugiés maliens au Niger. Alors, l'acte est d'une gravité extrême et le bilan est très lourd, vous le savez. Les assaillants n'ont pas été identifiés. On dit qu'ils ont franchi la frontière malienne. Qui peuvent-ils être, l'Anfia Sinaba? Sincèrement, c'est très très difficile d'identifier. Je pense qu'on va encore attendre. Je préfère ne pas m'aventurer sur ce terrain-là pour incriminer un groupe. Ami BCC? Non, mais j'aime beaucoup son professionnalisme. Moi, je pense qu'il a raison. Hein. On ne peut pas, même les autorités à ce stade ne peuvent pas nous dire qui sont ces gens qui ont perpétré ces attaques. Mais il faut juste le regretter. Des gens qui ont fait combien d'années sous le soleil, sous le vent, en train d'attendre que ça aille mieux dans leur pays et qu'ils se fassent lâchement assassiner comme ça. Je pense que quoi qu'on dise, ce sont des gens sans foi ni loi qui, jusqu'à preuve du contraire, ne veulent pas que ce pays-là ait l'espoir. Et là, je ne peux pas accuser les Nations Unies, encore moins la France, Paul. Paul Ben. Non, pas du tout. On ne peut pas accuser les Nations Unies là. Au fait, moi j'ai ma petite idée là-dessus parce que, vous savez, je connais un peu la zone frontalière entre le Mali et le Niger, dans la zone de Shinana, Nifoukariten, surtout Nifoukariten. C'est là-bas où il y a le dernier noyau dur du Moujao. Ce qui en reste du Moujao. Donc les braquages sur l'axe Ansongo-Menaka, c'était leur pain quotidien. Les braquages, les attentats de l'autre côté de la frontière, c'est eux. Et c'est ce même groupe qu'il y a hier, parce qu'on s'est informé un peu, on a essayé de voir. Et c'est ce même groupe qui a perpétré ces attentats. Mais c'est très lâche la façon dont ils l'ont fait, parce qu'ils l'ont fait à 14h au moment où certains militaires priaient et quand d'autres faisaient des ablutions. Ils n'ont pas eu trop de difficulté à tuer lâchement ces militaires devant qui j'incline dans mon À ce niveau, c'est toujours regrettable, mais je pense que quelque part aussi, on doit avoir le courage, parce que moi, de le dire, comment se fait-il que les assaillants viennent, s'en prennent à des hommes armés de cette manière-là? Je me rappelle il y a eu une complicité, monsieur Sinaba. On a échangé avec certaines personnes du camp de réfugiés. Il y a eu une complicité sans faille et très directe de certaines personnes qui étaient dans le camp. Donc, parmi les réfugiés, vous voulez dire? Millimétrée. Parmi les réfugiés? Exactement. Il y a une complicité millimétrée. Je ne vous apprends peut-être pas, mais je rappelle que
les bras valides qui ont peuplé un peu les groupes armés, le MNLA, maintenant le HUA, le Moujao, en Saradine, c'était principalement des gens qui étaient dans les camps de réfugiés et qu'on partait endoctriner pour les amener dans les groupes. Donc ne vous étonnez pas que le Moujao ait des gens parmi les réfugiés. Cela ne vous étonne pas. Moi, mon interrogation se situe vraiment, au niveau de la... comment dirais-je? Par exemple, la sentinelle, elle était dans quelle disposition pour qu'il y ait cet effet de surprise? C'est là où je me pose la question. Ce n'est pas un camp avec 4 murs. Hein, écoutez, oui, non, je sais. Ce n'est pas un camp avec 4 murs. Je sais. C'est un camp tel qu'on l'a connu à Djabali. Parce que c'est ouvert de tous les côtés. Ils étaient quand même une trentaine de personnes, ceux qu'on nous a dit, sur lesquels il y a 22 qui ont été tués. Donc, je me demande dans quelle disposition on les a trouvés. C'est un camp ouvert. C'est un camp ouvert qui n'est pas... donc, ça dit... Parce qu'on est quelque part sur un terrain de guerre aussi. Vous faites un checkpoint imaginaire et sur lequel vous postez 1 ou 2 personnes et 80% du camp est ouvert. Oui. Et oui, bien sûr, c'est en plein air, ce n'est pas clôturé. Maintenant, quand vous avez 2 véhicules lourdement armés, une mitraillette de 14,5 ou de 12,5, ça peut vous tuer 10 personnes en 1 minute. En ce moment, ça pose la question des moyens en conséquence. Il faut disposer des moyens. On rappelle le bilan qui est très lourd, donc 22 militaires, des soldats nigériens qui sont morts et un blessé parmi les réfugiés. Amibé, peut-être un dernier mot, vous voulez dire avant qu'on Non, mais juste pour faire la synthèse de ce qu'ont dit mes confrères, moi je pense que c'est incompréhensible que toute une unité puisse en même temps se dire on va prier ensemble. Non, ça ne se fait pas. En tout cas, on ne peut pas prendre des professionnels de la sécurité de la manière dont ça se serait passé, même si on n'a pas tous les tenants et les aboutissants de ce qui s'est passé. En tout cas, la façon dont on les a eus, c'est très facile à parler. Il y a eu des complicités. Il y a eu des complicités très très pointues pour que cela se passe comme ça. Second volet avant la pause, c'est la rentrée scolaire. La rentrée scolaire, c'était donc lundi. Elle est donc effective depuis 5 jours. Mais pas partout au Mali. Dans la seule région de Mopti, on dit que 13 000 enfants ne sont pas allés à l'école, n'ont donc pas repris le chemin de l'école à cause de quoi? Du problème d'insécurité. Selon, par exemple, OCHA, le bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU au Mali, qui cite d'ailleurs l'académie d'enseignement de la région de Mopti, le nombre d'écoles fermées dans la région est passé de 67 en octobre 2015 à 117 en mars 2016. Là aussi, la situation se dégrade et ce n'est pas sans conséquence. Amibé. Bon, moi je pense que ce n'est pas seulement à Kidal qu'il n'y a pas eu la rentrée, même ici à Bamako et un peu partout dans les régions, ce n'est pas partout qu'il y a eu la rentrée. On peut officiellement dire que la rentrée c'est tel jour, mais vous pouvez vérifier, il y a des écoles qui attendent encore la semaine prochaine pour activer leur rentrée scolaire. Bref, je pense que dans sa déclaration, le ministre l'a rappelé. Il regrette vraiment, il a une pensée pieuse pour tous ces jeunes, tous ces enfants de Kidal qui n'arrivent et qui ne pourront pas cette année aussi reprendre. On en arrivera à Kidal, mais Mopti aussi. Mopti, effectivement, ça c'est pour Mopti, je pense que c'est surtout lié à l'influence de Amadou Koufa. Parce que récemment, on était dans un atelier organisé par Miss Sahel. Il y avait des journalistes venus d'un peu partout. Et là, selon nos confrères, le problème fondamental aujourd'hui, les enseignants ont du mal à être dans certaines localités. Il y en a même qui disent qu'au-delà de Youarou, il y a problème. À Tombouctou même, ils ont refusé de prendre... Mais même pas au-delà de Youarou, même à Youarou, il y a des problèmes. Bon, vous voyez, non, c'est comme ça qu'ils nous ont fait savoir au cours de nos entretiens. Il y a déjà d'abord cette piscose qui est là, qui s'est installée. Il dit qu'entre nous, on peut se permettre de non Amadou Koufa, mais chez eux, on le dit à côté. Vous voyez déjà ce que ça fait. Donc ça fait que pratiquement tous les enseignants ont quitté les deux. Il y a ce problème fondamental qui est là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire? De localiser ces écoles-là? Est-ce que l'État a les moyens aujourd'hui de localiser toutes ces écoles-là? Voilà la question qui se pose aujourd'hui. À défaut de cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Au moins qu'il y ait une présence, pas de façon furtive, mais permanente des forces de sécurité, des forces de l'ordre. À mon avis, c'est la solution qu'il faut jouer. Et je pense que
on ne doit pas, même s'il y a un problème d'effectif, ça ne doit pas nous empêcher aujourd'hui de réunir les conditions afin que l'administration scolaire puisse retourner. Parce que ça ne sert à rien aussi de faire venir les enfants, des enseignants d'un peu partout. C'est des fils d'autrui aussi, pour qu'on les aille tuer. Donc je pense que cela est une responsabilité qui incombe à l'État aujourd'hui. Créer les moyens, les conditions pour que les enseignants puissent être dans les conditions requises afin de pouvoir enseigner. Parce qu'il y a ce problème qui est là aujourd'hui. Et quand, selon les confidences d'un confrère, quand on a dit que les écoles sont fermées, ils me disent qu'alhamdoulilah, parce qu'on ne sait pas ce qui va nous arriver. Ils se sont retirés d'eux-mêmes et c'est avec plaisir qu'ils se sont retirés parce que tout simplement les conditions sécuritaires ne sont pas réunies. Je pense que c'est aussi un devoir régalien de l'État à mon avis. Sécuriser les citoyens, créer les conditions pour que les gens puissent être vraiment en sécurité et pour les enseignants et pour l'administration scolaire et pour également les représentants de l'État, l'administration. Alors, nous nous retrouvons pour la suite de ce débat dans un instant. Une réaction, Un avis, Un commentaire, réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Le volet que nous venons d'aborder, c'est donc la rentrée scolaire qui est donc partielle dans la région de Mopti. À Kidal, il n'y a pas pour l'instant eu de rentrée scolaire. La date du 15 est évoquée. Est-ce que, Paul Ben, vous êtes optimiste quant à l'ouverture prochaine des classes à Kidal? Non, sans vraiment vouloir frustrer le gouverneur de Kidal, M. Koina, je ne suis pas du tout sûr qu'à Kidal, la rentrée. Kidal est sous embargo actuellement. Pour ceux qui ne le savent pas, le kilo de sucre va aussi autour de 1200-1300 francs CFA. Kidal est sous embargo. C'est très difficile de travailler. C'est très difficile d'entrer et de sortir, de bouger dans la ville de Kidal. Les classes peuvent reprendre à Tessalit, même à Djelhok, même à Tinza, mais dans la ville de Kidal, ça c'est impossible. Ça c'est impossible. Parce que la situation est très tendue. La situation ne s'y prête pas. Ça c'est un. Deuxièmement, pour que l'école reprenne, il faut quand même des tables bancs. Et moi je me rappelle qu'en 2014, tout juste avant que l'ancien Premier ministre Moussa Mara ne se rende à Kidal, le catastrophique voyage de Moussa Mara, il y avait eu à peu près 600 millions d'investissements dans le matériel didactique et les infrastructures scolaires. Tout était en ordre avant la rentrée. Et le voyage de Moussa Mara à Kidal a malheureusement gâté toutes les choses. Et les tables bancs sont devenus des bois de chauffe. Ça, je l'ai vu à Kidal. Les tables bancs sont devenus des bois de chauffe. Les fenêtres des écoles ont été arrachées. Les tableaux ont été cassés. Et sur beaucoup de tableaux, ce qu'il en reste, c'est des drapeaux du MLA, du HCEA qui se trouvent. Donc, franchement, ce sera très difficile que l'école reprenne le 15. Moi, je poserai le problème d'une autre manière. Et je pense que quelque part, les groupes armés qui contrôlent aujourd'hui la ville de Kidal doivent se dire qu'ils ont une lourde responsabilité. Parce que l'année dernière, quand il avait été prévu d'ouvrir, on a vu comment ça s'est passé. Une cérémonie était alors même prévue. Un peu même prévue, mais à la dernière minute, on a refusé. Mais ce n'est pas... C'est le MNLA qui a occupé les écoles à la dernière minute. Oui, j'ai dit les groupes armés qui occupent. Ils doivent se dire que ces enfants-là sont l'avenir de demain. Donc qu'ils soient épargnés. Ça coûte quoi à ces grosses armées-là de laisser ces enfants-là, de créer les conditions pour que les enseignants puissent aller, parce qu'il y a ce problème aussi qui est là, puissent aller enseigner et qu'eux-mêmes, ils créent les conditions pour que ces enseignants-là soient assurés, ne serait-ce que pour l'avenir même de la ville, pour l'avenir même de la zone. Je pense que quelque part, on doit avoir cette prise de conscience, c'est dire que c'est l'avenir du Mali qui est en jeu, même si ils sont toujours dans cette logique de l'Azawad, quelque part que c'est l'avenir de l'Azawad qui est en jeu. Donc qu'on essaie d'écarter ces enfants-là. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit arriver à cette prise de conscience-là. N'est-ce pas un crime que d'essayer de prendre en otage quand même l'avenir des enfants?
Oui, c'est un crime, c'est vrai. Ils l'ont dit tout de suite. La dernière fois, on a essayé, on a vu tout ce qui a été fait par le ministère. Moi, je ne crois pas que le 15, cette date hypothétique dont vous parlez tout de suite, puisse être une date pour Kidal. Le ministre, dans son discours, n'a même pas fait allusion à ça. Et ce n'est même pas possible parce que le gouverneur, dont pour parler tout de suite, le gouverneur, il est où? Il n'y a pas une autorité malienne aujourd'hui à Kidal qui va assurer quoi? Même le SNEC, la dernière fois, a mobilisé pour montrer la bonne volonté des enseignants pour qu'ils puissent aller étudier. Mais qui va sécuriser ces enseignants aujourd'hui? Je pense que Sinaba a entièrement répondu à la question. Ce n'est pas possible. Ces groupes dont tu parles, nous savons que c'est des groupes crapuleux, des groupes criminels qui n'ont aucune ambition ni pour les enfants du Mali, ni pour le Mali de façon globale. Donc ils ne vont pas céder à ce genre de discours. Je pense qu'il faut trouver la formule qu'il faut pour que ces individus, bien que soutenus par des mains invisibles, puissent vraiment libérer le Mali. Et la formule, c'est l'accord dont vous avez parlé, c'est un accord duquel ils sont sortis longtemps. Je pense que c'est une chance pour le Mali de revenir à la case de départ et de dire, bon voilà, nous on a respecté notre part de l'accord, les adversaires en face ne l'ont pas fait, il faut que la chose soit reprise de. Et je pense que c'est l'occasion pour l'aménagement aussi de prouver son intérêt ou encore sa volonté, même pas sa volonté, son importance quelque part. Il y va de sa crédibilité aujourd'hui. Parce qu'on parle, dans son mandat, on parle de façon globale. Mais si on regarde dans les détails, on se rend compte que l'amélioration des conditions de vie des populations occupe une grande part de choix. Oui, je le disais, les 7 agences des Nations Unies ont une représentante au nom de Mme Baranga qui est là au sein de l'aménagement. Donc, si Bilal Agha-Chérif est aujourd'hui responsable du MNLA, quelque part c'est parce qu'il a été à l'école. Qu'est-ce qui l'empêche de faire en sorte que ces enfants-là aussi puissent aller? Parce que ça fait des années et des années que ces enfants ne vont pas à l'école. Même si je ne le souhaite pas, on reste dans cette logique de Dazawad, il serait très difficile pour ces enfants-là de défendre aujourd'hui les idéaux qu'ils prétendent défendre dans l'avenir. Quelque part, il faudrait qu'il y ait cette prise de conscience collective et que la MINUSMA elle-même s'investisse aussi, parce qu'on est dans un processus où, à mon avis, il y a des gens qui souhaitent que l'armée revienne tout de suite, que l'administration revienne tout de suite. Je pense que du moins on a accepté d'aller en appliquant l'accord, qu'on aille de façon progressive, certes, mais il y a le minimum qui est là à mon avis, et ça doit heurter toutes les sensibilités. Oui, Lamfia, je comprends, juste deux mots pour le Ben. Oui, je réagis, je dis que ce que Lamfia dit est très beau, est très théorique, mais dans la pratique, je veux le décevoir. Parce que dire qu'il faut que Bilal Agha-Chérif, Al-Khabbaj, Cheikh Akaoussa pense à l'avenir de ses enfants, à l'avenir de l'Azawad, franchement, ça les passe par-dessus de la tête. Eux, ils sont là, ils ont un objectif, c'est empêcher l'État malien de venir à Kidal, quelle que soit la forme. Le MNLA, le HCUA, en Saradim, ils n'ont pas de professeurs, ils n'ont pas d'enseignants. Justement, que les enseignants viennent, par exemple, de Bamako, puisqu'il nous reste très peu de temps, il faut aller chercher les enseignants en Mauritanie. Nous allons passer donc, nous passons au troisième volet. À présent, nous allons revenir sur cette triste histoire d'enlèvement de 2 enfants ici à Bamako. Il s'agit quand même des enfants d'un responsable du groupe armé. Les preneurs d'otages n'ont pas été identifiés. Ils demandent une rançon. Alors, de quoi peut-il s'agir ici au juste? Un acte de banditisme ou un règlement de compte à MIBC? 1 minute à chacun. Bon, là aussi, je pense que c'est les deux, parce que moi, j'ai eu la chance, peut-être, je ne sais pas les deux autres, j'ai eu la chance de demander au commissaire du 12e arrondissement, parce que c'est eux qui sont chargés du dossier. Donc, vous savez, aujourd'hui, malheureusement, nous avons aussi des autorités qui ne communiquent pas trop. Moi, je pense que nous, on peut aussi leur faciliter la tâche. Il y a des choses qu'on peut dire, qu'on doit dire, il y a des choses qu'on ne dira pas. Nous sommes souvent des professionnels. Mais c'est des gens qui n'ont pas voulu trop communiquer sur le dossier. Mais pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, ils n'ont absolument aucune piste. Sauf que les preneurs d'otages ont demandé 8 millions, 4 millions pour chaque enfant. Donc, je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont mettre cette stratégie en place. Parce que dès que vous avez une option,
Parce que déjà, cette proposition des ravisseurs, c'est une option. Maintenant, comment les prendre? C'est à vous d'exploiter cette piste pour qu'on puisse retrouver ces enfants sains et saufs. C'est tout ce qu'on souhaite. Et je pense que c'est inquiétant. Si aujourd'hui, on peut enlever facilement les enfants de telle ou telle personne, nous sommes tous en danger dans un pays où, voilà, les choses ne sont pas. Bon, à mon avis, je pense qu'on aurait pu exploiter parce que les ravisseurs, à ce que je sache, ils ont demandé de l'argent. Maintenant, par quel canal? Si c'est le téléphone, pourquoi ne pas tracer ces appels-là afin de les appréhender? Je ne sais pas pourquoi ça traîne encore. Quelques minutes avant d'entrer dans le studio, il y a un confrère qui m'a appelé, lui suit le dossier. Selon lui, ça promet. Donc on va attendre les heures. Autrement dit, les enquêtes progressent? Bon, je ne sais pas, comme on était au téléphone et puis la communication n'était pas stable, mais il me dit qu'il a bon espoir que ça va marcher. Bon, je ne sais pas ce qu'il entend par bon espoir. En tout cas, on va suivre ça. Paul Ben? Oui, comme mon confrère Ami le dit, la crainte est là. Hein, la crainte est là. Je ne vais pas dire que moi j'en ai l'habitude. Parce que j'ai vu des cas similaires à Kidal, des enlèvements, des règlements de comptes entre groupes armés rivaux, entre certaines personnes de la plateforme de la CMA ou encore les djihadistes qui le font très souvent. Les terroristes, je veux dire, c'est très inquiétant que ça se passe à Bamako. Bon, par rapport aux enlèvements, moi je crois que, vous savez, de façon sécuritaire, nous ne sommes pas assez solides pour pouvoir pister certaines choses. Il faut que chaque Malien soit ou devienne un policier lui-même. Chaque chef de famille devienne un policier. Laissons de côté toutes ces histoires de crise entre groupes armés. Mais il faut qu'on soit vraiment très vigilant dans tout ce qu'on fait. Alors, ce qui est certain... Ami BCC, ce qui est certain, c'est une affaire qu'il ne faut pas prendre à la légère parce que vous l'avez dit, ça peut être un précédent. Non, je n'ai pas dit qu'ils sont en train de prendre l'affaire à la légère et je ne pense pas qu'ils soient en train de le faire. Mais ce que moi j'ai dit tout de suite, c'est inquiétant. Mais la réalité fondamentale, c'est quoi? Je parlais tout de suite de ce manque de communication de nos autorités. Nous sommes là, on a besoin de l'information, on a besoin aussi de mettre des populations aujourd'hui sur la piste. Parce que les forces de l'ordre, leur force, c'est quoi? C'est la population. Il y a des gens qui ont certaines informations. Ils peuvent peut-être appeler un journaliste, mais jamais un policier. Parce qu'ils ont peur de la police. Souvent, on va vous mettre dans un système de témoignages, de questions-réponses. Ça fait peur à la population. C'est pourquoi souvent, ils passent par les journalistes. Voilà, ils vous trimballent. Donc, nous, on a des informations qu'on leur donne souvent. Donc, eux aussi, à leur tour, ce qu'ils peuvent nous dire, même si c'est le minimum, qu'ils nous le communiquent pour qu'on puisse, à notre tour, informer la population. Parce que ce sont souvent des petits détails qui font qu'on reprend ces gens. Ces gens-là, ils ne sont pas dans l'air, ils ne sont pas dans l'espace, ils sont quelque part dans un quartier, dans une maison. Donc la population doit être impliquée dans ce type d'affaires, même si les policiers prétendent qu'ils sont professionnels. Il y a des choses où on comprend qu'ils ne pourront pas dire. En 20 secondes, ce que je voudrais ajouter à ce que mon confrère vient de dire, les pays les plus pointus en matière de sécurité, plus pointus que le Mali en matière de sécurité, n'ont pas créé l'alerte enlèvement pour rien. En France, par exemple, quand un enfant est enlevé, 10 secondes après, il y a une alerte qui est lancée sur toutes les chaînes, que ce soit la radio, que ce soit la télé. Ça passe en boucle. Et ça permet à 48 heures, 24 heures, peut-être moins après, de trouver ces gens. Mais si on ne le fait pas ici... Mais est-ce que quelque part aussi, ce n'est pas parce qu'on a voulu mettre hors circuit les autorités, à mon avis, parce qu'il semblerait qu'il y ait l'implication d'un religieux. Les ravisseurs auraient souhaité entrer en contact avec un religieux. Et je pense que c'est avec ce dernier-là qu'ils comptent négocier. Bon, on attend. Apparemment, on ne connaît pas tous les dessous de cette affaire, Ami BC. Mais comme il y a une enquête en cours, donc on attend, nous espérons qu'il y aura un résultat pour la première fois quand même, parce que rarement les enquêtes aboutissent au Mali, mais ça c'est une affaire de vie et de mort, et c'est de là que va venir la crédibilité de nos forces de l'ordre, de la police et de la gendarmerie, parce qu'au moins ça c'est un exercice de leur domaine. Et voilà, je dis bonsoir à tous ceux qui écoutent à partir de Tombouctou. C'est donc tout pour le forum de la presse de ce mercredi. Je rappelle que nous avons reçu 3 journalistes de la place, Ami BCC Radio FM, Paul Ben, journaliste indépendant,
RFM plutôt, Paul Ben, journaliste indépendant, Lafia Sinaba qui est journaliste écrivain. À la mise en onde, il y avait Gagné Kanté, régie vidéo Salim Djouara, réalisation Ousmane Diadjetouré, à la présentation Seydou Fomba. On se retrouve dans une semaine pour un autre forum de la presse. À toutes et à tous, bon week-end. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.